Ok. Salut Loïc. Salut Alors, Charles. nouvelle Ouais, bah, interview. Nouvelle oui. interview dans la grande messe annuelle du novembre-décembre où voilà, c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Euh, Écoute, aujourd'hui, je réfléchissais à ce que je voulais que tu montres au public. Et en fait, on va montrer quelque chose. On va tout, je vais tout déballer en fait. Je vais pas faire du marketing. On va juste dire les choses telles qu'elles sont. Alors, qu'est-ce qu'on a comme environnement global macro et la demande des épargnants, en fait, de quelqu'un qui a un capital en France et qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, en fait, aujourd'hui, on est dans un environnement, il y a 7 ou 8% d'inflation aux US et j'ai vu, je crois, 11% en Europe, un truc comme ça, donc il y a une énorme inflation. Les taux d'intérêt ne rapportent rien, l'immobilier au plus haut, donc le rendement de l'immobilier est assez faible. Si on n'emprunte pas, je crois qu'on a 2% à peu près net de tout, sachant qu'il faut quand même y mettre du temps régulièrement. Et je crois que les CPI sont à 4-5%, donc on a un rendement limité qui ne contre pas l'inflation. Le cash ne rapporte rien. Et voilà, donc il y a très très peu de possibilités de placer son argent pour contrer l'inflation. Et en face, il existe quelques solutions. Elles ne sont pas nombreuses, mais il existe encore des solutions sur les marchés financiers. Et il n'y a pas de demande de la part de notre public. C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est pour ça que je voudrais faire une vidéo aujourd'hui un peu à contre-courant, parce que je sais que tu as quelques solutions en stock. Et je ne sens pas de la part des épargnants une envie ou un intérêt pour tout ce qui touche la rente. Alors, je suis perplexe. Je ne sais pas l'expliquer, en fait, déjà ça. Moi, j'ai une petite idée sur le sujet. C'est possible que beaucoup d'épargnants, beaucoup d'investisseurs se disent bon, vivre de mes rentes, il va me falloir un capital énorme, il va falloir 2-3 millions d'euros. Je les ai Donc, c'est un pas. sujet qui ne m'intéresse pas, que j'ai pas. Donc, ça ne sert à rien pour moi. Et voilà. Bon, à mon avis, le problème vient de là. C'est peut-être une mauvaise perception. On se dit, bon, bah voilà, si on a 100 000 euros, 200 000 euros. Même si j'ai une rente à 7%, bah, voilà, ça va me faire quoi? Ça va pas faire lourd dans l'année, quoi. Ça va faire 7 000 euros. Donc, ça va pas être suffisant. Ouais, mais regarde, les statistiques sont formelles. On sait que, par exemple, le SP 500, avant dividende, crée depuis un siècle environ 10-50% par an environ de rendement, avec pas de rendement, de plus-value. Euh, Donc, si tu as des solutions de rente à 6-7% et puis que tu n'as pas le risque, parce que le SP 500, il passe par des gamelles de 20, 30, 40, 50%, et tu as des cycles en plus. On s'y regarde sur un siècle, on s'aperçoit, si on regarde sur 150 ans, on s'aperçoit que le SP 500, il n'y a eu que 5 vagues de hausse qui ont duré quelques années à une décennie, mais la majorité du temps, en fait, le SP 500 n'a pas créé de valeur, donc c'est quand même sport. Et donc, entre un produit qui apporte une rente voilà, plus régulière, qui rapporte un peu moins, 6, 7, 8%, ce qui est déjà très correct, plutôt qu'aller chercher le risque de marché pur pour aller chercher 10, 12%, parce qu'on sait depuis 20 ans, les marchés avec la politique monétaire, ils ont fait plus que la moyenne historique. D'ailleurs, c'est d'où le problème massif aux États-Unis de surévaluation. Donc, voilà, on sait qu'il n'y a quasiment plus rien à gagner sur la décennie qui vient. On sait à peu près, quoi. On sait que ça va être une décennie perdue, c'est quasi inévitable. Ouais. Et donc, moi, je me dis, bah voilà, enfin, je me dis, bon, bah peut-être, enfin, je Et trouve ça sain de notre part d'aller voir notre public et de lui dire, écoute, gars, mec, stratégiquement, en fonction du passé, oublie la ouais. plus-value, il serait peut-être temps de rebasculer vers Non, un truc mais de Charles, rente. c'est pas incompatible en plus. C'est pas du tout incompatible. On peut avoir des actions de rente qui font de la plus-value importante. C'est ça aussi qu'il faut voir. Il y Mais ouais, a, mais il n'y a pas d'écho. Notre public, il n'y a pas d'écho. Non, mais je pense que c'est parce qu'il y a une perception des valeurs de rente comme quoi elles excluent la plus-value pour se dire, bah voilà, je vais gagner 7% et rien de plus. Et c'est pas vrai. On peut gagner, je pense, prenons l'exemple de Total Gabon, on en a parlé, Et quelques jours, ouais. voilà. Euh, c'est une valeur qui, dividende compris, a rapporté plus de 100% en à peine plus d'un an. Mais je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais c'est juste pour montrer que au départ, sur Total Gabon, j'avais plutôt une stratégie rendement. J'en ai acheté à 100 euros, j'ai renforcé un peu à 133, et puis entre-temps, elle a versé plus de 60 euros de dividendes, et en plus, le cours est passé de 100 à 160 euros dans le même temps. Donc, on a gagné 60 euros de plus-value, et on a gagné 60 euros de dividendes sur une action qui était à 100 au départ.
Et donc, c'est, Je sais que tu as des solutions, Loïc. C'est pour ça que je veux faire cette vidéo. Je sais que tu as des solutions, ouais. mais je, 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 je pense que Non, ce que notre je veux dire public, on n'a rien à foutre de tes solutions. Et donc, j'ai nourri une certaine non, mais interrogation. faut expliquer, voilà, ce que je veux dire, c'est que dans Hmm. l'univers des valeurs de rente, il y a des valeurs de croissance, il y a des valeurs qui font de la plus-value et on peut tout à fait avoir des objectifs à plus de 15% par an ou à 15% par an avec une stratégie rendement. Après, il y a deux familles, hein, il y a les familles, les concessions autoroutières, bon, celles-là, elles vont, a priori, elles vont pas faire des énormes plus-values, elles vont rapporter des dividendes réguliers, il n'y aura pas de croissance énorme de l'activité. Et puis à côté de ça, bon, on a des valeurs de croissance, mais des valeurs qui font 15-20% de croissance par an et qui sont capables de verser des dividendes à 7-8%. On en a en Pologne, on en a ailleurs. Donc, Et puis les infrastructures, je te rappelle que je dois faire une interview qui a été oui, repoussée parce qu'il a eu chopé le Covid, oui, ton contact à La Réunion, qui a un fonds d'infrastructure global oui, qui a rapporté 8% par an, je crois. Il faut des oui, gros tickets, mais il y a de la rente aussi dans les oui, infrastructures. bien sûr. Mais voilà, bah écoute, on va faire une vidéo sur la rente en espérant Oui, que certains y trouveront un intérêt pour leurs capitaux. Euh, Qu'est-ce que tu as comme... je vais aller, alors, on va faire du oui, commerce à chaque fois, tu sais, genre, ah, vous vendez des formations, bah ouais. Ouais, on vend des solutions, ouais, on est quelque part des vendeurs de solutions. Donc, on va aller chercher ce que tu as comme solution. Le pire étant que je ne connais pas bien ton offre en, oh, ben, il y en rente. a Donc, tu vas nous deux montrer choses. Ouais. où est-ce que je vais. Je sais que tu avais fait une formation de mémoire sur la rente. Bah, tout à fait. Il y a, alors, sur la rente, j'ai une formation Ah, c'est pour ça. Action au voilà, rendement, c'est ça. action à haut rendement. Donc ça, c'est vraiment bon, c'est une formation analyse financière qui va être orientée sur plusieurs types de stratégies donc, pour trouver des valeurs à haut rendement. Donc il y aura des stratégies qui vont être orientées ça va être rendement plus des cotes, rendement plus croissance. Donc voilà, Quel est là-dedans, le danger de la rente tout de suite? Moi, parce que tu sais, les gens, ils ont vachement ouais. peur de perdre. Quel est le danger quand on chasse, quand on veut constituer une rente en bourse? À quoi on s'expose? Bah, c'est de regarder juste le critère dividende, en fait. Ça, c'est Mais un ce que je fais. screener, on va regarder que les dividendes les plus élevés. Et puis là, il y a plein de problèmes qui peuvent arriver, évidemment. Soit la société est trop endettée, et puis elle verse des dividendes élevés pour attirer des investisseurs malgré tout. Et puis un jour, il faut quand même qu'elle rembourse ses dettes, et du coup, elle coupe complètement le dividende. Il y a un On a exemple plein. très connu, c'est Orange. Ouais. Orange qui a vraiment sous-performé en bourse. Si on regarde Orange sur 10-15 ans, c'est pas brillant du tout. Et pourtant, c'est une valeur à très fort dividende. Ça, c'est un- c'est classique. Après, il y a des valeurs qui versent un dividende exceptionnel ponctuel, comme ça, une fois. Donc, tout le monde se rue dessus en croyant que ça va se poursuivre les années suivantes. Évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, Il y a aussi c'est des aussi. valeurs qui ont du rendement parce que les cours baissent, parce qu'en fait, Oui, il n'y a plus de potentiel dans la boîte. En fait, c'est une boîte qui est en oui, déperdition, en fin de cycle, et puis ils n'arrivent pas à se renouveler. Et ça, on le voit souvent aux États-Unis, on le voit souvent, ça, en fait. En fait, des dividendes élevés, mais qui se terminent par des annonces de dividendes réduits sur les trimestres suivants. Et ça fait mal, parce que c'est après, les cours remontent jamais, quoi. On les a vus et sur après, les RET, l'équivalent des CPI américaines. J'en ai vu plein, des trucs comme ça. Bah, il y en a une qui avait fait, tu sais, les shopping malls, par exemple. Les shopping malls aux oui, US, c'était des valeurs de rendement, c'était CBL, je crois. Ouais, il y a un RET qui s'appelait CBL sur la communauté Seeking Alpha, ils se sont étripés, mais pendant des années sur CBL. Et ça rapportait 8, 10, 12%. Et en fait, c'était des shopping malls de classe B et C, c'est-à-dire, tu sais, dans les villes de seconde qualité économique. Et puis, c'était des shopping malls de banlieue. Et puis petit à petit, avec la fermeture des réseaux nationaux, merci, je sais plus trop quoi, les distributeurs nationaux qui ont commencé à faire faillite, bah, ils ont fermé dans ces villes secondaires et en périphérie. Et puis bah, petit à petit, les contrats ont sauté et la valeur a plongé. Et sur Seeking Alpha, moi, ça m'a marqué ce débat parce que tout le monde parlait d'analyse financière. C'est pour ça que je te pose cette question. Est-ce que tout le monde y allait avec des critères rationnels d'analyse financière? Au final, tout le monde a tout perdu parce que quelque part, il faut faire vachement gaffe. Une action qui a un rendement élevé, ça peut être potentiellement le marqueur d'un problème plus profond, plus stratégique, plus structurel aussi, non?
Alors après, parfois, on a aussi des valeurs cycliques, hein. Il y a donc là, c'est cyclique, elles ne sont pas mauvaises en soi, mais quand elles sont haut de cycle, elles versent des super rendements. Et puis après, le cycle se retourne et pendant quelques années, évidemment, les rendements sont faits. Donc ça, il faut le prévoir, il faut l'analyser. Et puis voilà, si on achète en bas de cycle, c'est bon. Donc, il y a donc les valeurs cycliques. Ça, il faut faire du timing, donc il faut comprendre les cycles Oui. économiques. Il y a les valeurs qui sont foutues, mais qui agonisent lentement. C'est ce que j'étais en train de parler avec CBL. C'est-à-dire, les business models sont morts, mais ben, on le voit par exemple avec ACM pour les salles de ciné aussi. Le numéro 2 a fait faillite. Et donc, le numéro 1, ils ont levé 500 millions. 500 millions, je crois. Ils ont fait une levée de capitaux pour investir, alors que le business model des cinémas, on sait qu'il est foutu. C'est qu'une question d'années avant que ça saute. Et donc, les business, c'est quand même comment? Enfin, je pense qu'un investisseur, il est obligé quand même d'avoir une opinion, enfin, d'essayer d'avoir une expérience pour se projeter sur le futur, donc pour évaluer si la boîte, elle a une probabilité de poursuivre son activité et à maintenir son niveau de dividende, en fait. Comment tu fais par rapport à ça? Parce qu'aux Ah, États-Unis, j'ai vu plein de gens se vautrer dans le rendement juste à cause de cette raison. alors déjà, le marché US, pour moi, vu que c'est le marché ou quasi un des marchés les plus chers, les plus surcotés du monde en ce moment, c'est super difficile de trouver des bonnes valeurs de rendement là-bas parce que les rendements sur dividendes sont en Ouais, moyenne extrêmement faibles. Donc, quand ouais. il y a une société qui va proposer du 8%, ah, Alerte. il y a de OK. grandes chances qu'il y ait un souci derrière. Bon, C'est une après, très bonne réponse. Donc, en fait, l'outil, c'est on s'intéresse à c'est la valeur globale du marché. Si le marché est très cher, qu'une boîte propose du rendement, c'est forcément trop beau pour être vrai. Il y a des chances, c'est ça. Tu vas en Pologne, le rendement moyen est à 6% déjà, la moyenne. Donc, s'il y en a une qui fait 8-10%, bon, c'est pas extraordinaire en soi. On va dire que c'est normal, quoi. Et donc là, il y a des chances que ce soit du 8-10% solide et pérenne, qu'il n'y ait pas un lézard derrière. Euh, Alors, donc, si je tire une règle de ce que tu es en train de dire, si on a un investisseur et qu'on cherche une rente, donc déjà à savoir que, un, c'est possible. Si on met le curseur à 7-8%, c'est pas délirant aujourd'hui en Ah non, pas permanence. du tout. Non, non. Même sur le marché français, hein, il y a tout. Il y a ce qu'il faut sur le marché français à 7-8% en valeur solide. Ça. Donc, c'est pas délirant. Donc, faire de la rente sur les marchés financiers, contrairement à l'immobilier, les obligations et tout le reste, faire de la rente sur les marchés des actions, c'est possible. Mais d'une manière générale, il vaut mieux apprendre à voyager avec son capital parce que par moment, les places de marché, la valorisation des places de marché augmente ou diminue. Et quand ça augmente, il y a des choses, c'est un peu plus casse-gueule d'aller chercher de la rente sur les marchés chers. En Ah, ça, synthèse c'est de ce sûr. que tu viens de ce que tu viens de dire. Ouais. Et après, il y a les secteurs, Cyclique, tout ce ouais. que le levier n'aime pas. Alors donc, tous les fonds se retirent du pétrole, des matières premières, peut-être de l'armement, de tas de secteurs qui, soi-disant, ne sont pas du développement durable. Et donc, ceux-là, ils ont une rente plus élevée, du coup, et qui est intéressante. Il y a des opportunités dans ces trucs-là. De toute façon, il y a l'indice du vice aux Bien sûr. États-Unis qui est assez intéressant à regarder parce que le vice qui traque bah, les casinos, le Oui, cul, toute la merde, tout ce qui est dégueulasse, on s'aperçoit que ça marche bien en bourse. ouais, 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 tout à fait. Ça. Et Alors, après, alors, bon, sur le risque, il y a aussi le risque géopolitique. Donc, il y a des valeurs qui ont un risque géopolitique élevé, mais qui, en contrepartie, offrent un très bon rendement. Si on accepte bon, des valeurs pétrolières qui opèrent au Kurdistan irakien, les rendements vont jusqu'à plus de 30%. Après, à chacun de voir ce qu'il veut faire, mais on peut en intégrer un petit peu dans son portefeuille. Il n'y a pas de, il y a une valeur au Kurdistan irakien, ça fait 9 ans qu'elle est là-bas. Bon, elle a survécu à toutes sortes de choses et elle offre un rendement à plus de 30%. Donc, et en plus, elle a de la décote. Donc, ce genre de valeur, bon, il suffit de se dire, si elle résiste 2 3 ans, c'est bon, j'ai déjà retrouvé ma mise et après, je suis gagnant. ça devrait intéresser tous les mecs qui font de la crypto et tous les shows, ça. Tous les mecs chauds, Ouais, ouais, je savais pas que ça existait, ça. non, non, on peut avoir des très hauts rendements, vraiment, quoi. Alors, on va revenir à ton travail de sélection. On va finir avec ta formation. Donc, tu développes des stratégies de sélection, donc d'analyse des bilans par rapport au rendement, j'imagine. Oui, voilà, c'est toujours donc analyse financière, analyse de bilan, de compte de résultats. Ça se fait pas, ça se fait avec des screeners automatisés.
Donc des robots qui vont tout filtrer, sortir une liste de 20-30 valeurs et après on peut regarder manuellement le résultat. Et évidemment, dans la formation, j'explique les critères et je propose une série de stratégies avec ces screeners automatisés. Il n'y en a pas qu'une en fait, il y en a des tas il y a des tas de stratégies possibles. Certaines orientées croissance, orientées valeurs cycliques, orientées décote, voire décote sur trésorerie nette, parce que parfois on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Il y a des valeurs qui vont décoter sur trésorerie nette ou sur actif net liquide et en même temps servir un rendement élevé. Là c'est parfait. Quand on a ça, Tu on- fais des mises à jour là-dessus, parce que personne ne le oui. sait, mais chacune de tes formations, tu fais des mises à jour. Et en plus, je le répète une énième fois, je te trouve trop discret par rapport à tes mises à jour. Combien de fois je t'ai dit, fais une vidéo pour dire que tu as fait une mise à jour. Donc, qu'est-ce que tu as fait comme mise à jour cette formation? Parce qu'elle a déjà 2 ans ou un truc comme ça. Ça fait 2 ans que tu l'as sortie. Oui, la dernière mise à jour, elle date d'il y a quelques mois là-dessus. J'avais fait, je pense, au mois d'août, j'ai bonne mémoire. Il y avait un dossier, oui, il est toujours d'actualité d'ailleurs, un dossier de une bonne quinzaine de valeurs de rendement exploitables immédiatement et une série de nouvelles stratégies de screening associées, quoi. Voilà. Donc, la personne qui cherche du rendement, avec les screeners, finalement, elle n'a pas besoin d'être très compétente en analyse financière. Elle fait tes screeners expliqués dedans, elle sort une liste. Combien tu recommandes? Parce que pour dispatcher le risque, on me demande souvent euh, un portefeuille de valeur de rendement pour toi, il comporte combien de lignes? Oh, pour moi, quel que soit le portefeuille, on va dire 10, 15, mais pas plus de 20 lignes en tout cas. Pourquoi pas plus de 20 lignes? Ah, après, c'est compliqué à suivre. On se disperse trop, je trouve. Et- Une fois qu'on a une quinzaine de lignes sur, si on répartit le risque sur des secteurs qui sont pas trop corrélés, je sais pas, on peut prendre une concession routière, une valeur pétrolière, une valeur foncière, ce sont des secteurs qui, a priori, sont quand même assez différents, qu'on dispatche sur plusieurs pays, on est déjà bien diversifié. En termes de Ça va stratégie, pas tu conseilles par exemple de faire une approche cyclique, mélangée avec une approche croissance, avec une approche value, différents secteurs d'activité. apporter. Tu mélanges les secteurs et les différentes stratégies Ouais, c'est ça. et ça suffit pour avoir 15 lignes. Ah oui, oui, ça. Parce En f- qu'après, au-delà, franchement, si on a, imaginons qu'on ait 20-25 lignes, ça devient complexe à suivre, hein, surtout pour quelqu'un qui passe pas ses journées à ça, qui a des tas d'autres choses à faire dans la vie. Bon, il préférera avoir 15 lignes, hein. 25 euh, lignes, il faut suivre les résultats qui sont publiés, l'actualité des valeurs, ça fait trop pour moi, je trouve. on ver- On n'a pas de gain à le faire en termes de. Avec Non, mais ça 15 répond lignes. à la peur, parce que les gens ont peur des marchés tout simplement, qu'ils se disent plus j'ai de valeur, et puis moi je suis exposé par exemple. Oh non, ça, c'est pas, c'est pas vrai parce qu'on on va pas diversifier plus avec 25 lignes qu'avec 15 lignes, hein. Vaut mieux avoir à la limite 7-8 actifs qui sont bien choisis, peu corrélés entre eux, que 20-25 actifs ultra corrélés, 20-25 grosses capitalisations très corrélées aux indices qui vont tout évoluer de la même façon, quoi. C'est... Donc, tu as précédé ma question suivante. Une fois qu'on est en position, qu'on a établi une rente, ben, je pense que les gens, ce qu'ils aiment bien dans l'immobilier, c'est qu'ils achètent un bien, puis ils vont le garder 5, 10, 15 ans et le revendent. Le problème de la bourse, c'est que ça bouge plus vite. Donc, imaginons une action qui fasse 1 an, 2 ans, 3 ans. Par exemple, il y a des actions dont les cours vont monter trop fortement, donc la rente n'est plus là, il y a X. Qu'est-ce qui peut amener à vendre une valeur de rendement, en fait? Bah justement, ce que tu dis, c'est qu'elles deviennent. On vend quand on se dit, bah tiens, aujourd'hui, je n'achèterais plus cette valeur si j'avais des liquidités, par exemple. Pour moi, c'est le critère. C'est la valeur devient trop chère par rapport à ses fondamentaux ou devient simplement normalement évaluée. S'il y a pas, s'il y a vraiment une tendance haussière forte derrière, bon, on peut décider de garder un petit peu pour profiter du momentum, mais sinon, on va la vendre. Après, il y a des valeurs de croissance, elles restent, que le résultat progresse chaque année, bon, elles vont continuer à être intéressantes même si le cours monte. C'est... Donc, il y a un travail de suivi tous les trimestres avec les screeners pour évaluer la situation d'entreprise une fois qu'on est entré en position. On va dire 2 fois par an, ça va suffire, hein. Deux Même fois une par... fois par, même une fois par an, parce que dans la formation, j'ai fait des backtests sur les différentes stratégies rendement avec un arbitrage par an.
Donc, ça, on faisait voilà, chaque année un point et on fait une rotation de valeur. Et bon, les stratégies testées étaient au-dessus de 15% toutes. Ça ne veut pas dire que ça va faire 15% tous les ans, hein, bien sûr, mais en moyenne, voilà, c'était des backtests à plus de 15%. Ok, bon, je pense qu'on a bien dégrossi le sujet. Donc, tu as un portefeuille dividendes et rendements. Tout à fait. Euh, En fait, pour les gens qui veulent pas décider par eux-mêmes et qui cherchent, comment dire, à copier quelque part les opérations, tu proposes ce portefeuille. Tu peux en parler un petit peu. S'il est Oui, vieux, lui, pour le coup, là, autant la formation a 2 ans, mais tes trois portefeuilles, portefeuille PEA, ça fait, je sais pas combien, 5 ans, 10 ans qu'il existe. Et portefeuille dividende, il est vieux aussi maintenant. oui, 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 ça c'est un portefeuille, on va dire, calme. Donc je fais une lettre tous les 2 mois. Bon, s'il y a vraiment besoin, si tu en temps exceptionnel, je peux mettre une alerte ou deux en plus, mais l'idée c'est vraiment de faire quelque chose qui ne nécessite pas d'opérations fréquentes et bon, qui est équilibré entre des valeurs de rente pure qui a priori font peu de plus-value, qui vont style concession routière, valeur foncière. Encore qu'il y a des foncières des côtés qui peuvent quand même faire de bonnes plus-values. Mais bon, on va dire qu'il est équilibré entre rente pure et recherche de plus-value associée. Donc à peu près 50-50. Je me dis qu'il y a des investisseurs qui veulent de la rente pure, il y a des investisseurs qui veulent aussi de la plus-value. Euh, donc je mets les deux dans ce portefeuille en sachant que toutes les valeurs, a priori, sont en mesure de verser un dividende élevé. Et ça, lui, alors, il est équilibré entre valeurs éligibles au PEA et valeurs éligibles non éligibles, hein. Je ne vais pas mettre que des valeurs PEA parce que c'est trop restrictif et j'ai déjà le portefeuille PEA, donc il n'y a pas besoin d'un deuxième portefeuille PEA, ça serait absurde. Là-dedans, on va trouver, donc il y a des foncières, il y a des valeurs étrangères, notamment sur le marché de Londres, valeurs pétrolières, donc qui offrent des rendements réguliers. Euh, on a quelques valeurs de croissance ou des valeurs pays émergents style Pologne. Il y a des valeurs françaises, évidemment, des small big caps françaises. Il y a un peu de tout. Et en début d'année, en général, je fais un dossier bonus. Donc, pareil, je vais chercher toutes sortes d'idées d'investissement en plus qui vont sortir des screeners et le proposer dans ce portefeuille, donc pour que les investisseurs qui veulent avoir vraiment, je sais pas, 20 valeurs, et ils aient un dossier sur lequel se baser en plus. Et comment ça s'est comporté avec les marchés baissiers en 2022, cette approche rendement? Ah, écoute, ça a pas mal marché. Attends, je vais regarder. Vas-y, ouais, C'est une parce bonne que je pense que les gens question. vont se poser la question. Vu que 2022, c'était la déflation des Ouais, actifs, on a quand même eu le gros des actifs qui a chuté. Donc, le seul moyen de s'en sortir, c'était une minorité d'actions ou alors perdre. ouais, Cette ouais. année, c'était quand même spécial comme année. Donc, ça a donné quoi? Je regarde, j'essaye de Ouais. quitter l'écran, en fait. Vas-y, vas-y. Et en plus, bah, pendant que tu fais ta recherche, je vais Ah, c'est parler. bon. Tu as trois Ouais, portefeuilles de mémoire. Et en plus, tu as une offre en cours qu'on va repousser une semaine là parce qu'on n'est pas, ouais. on est un peu décalé cette année. Donc, on va pas arrêter. On devait arrêter le Black Friday au 3 décembre. Et puis, on va le repousser une semaine parce qu'on a d'autres choses à présenter et c'est pas fini. Donc, je crois que tu as une offre sur tes trois portefeuilles où tu proposes un moins 30%, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a un code promo à moins 30% sur le pack des trois portefeuilles. Et le code, Et, c'est pack trois portefeuilles. ok. Ok. Donc, le troisième portefeuille, c'est le portefeuille anti-effondrement. Donc, il y a le dividende et il y a le portefeuille PEA. C'est Est-ce que tu as ça. trouvé ton rendement de portefeuille dividende pendant que je meuble? Ouais, alors, donc, j'ai performance depuis 2016, 90%, et depuis début 2021, 22,2. Donc, cette année, à mon avis, on doit être aux alentours de 10%, je pense. 10% dans un marché baissier. C'est pas un dieu, ça, c'est celui qui a banni quand même. Non, et j'étais étonné, mais c'est vrai que ça a bien résisté quand même, hein. Euh, Bah, ce qui se passe aussi, c'est que le growth, ça en a pris plein la gueule et que le value il y a il y oui, a un rééquilibrage entre le value et le growth. Et donc, évidemment, les dividendes, c'est souvent du value plutôt que. Donc, tu as quand même bénéficié d'un certain nombre de flux. Ça a été quand même assez violent. La bascule entre les deux styles a été assez oui. violente. Donc, Mais elle en est, j'imagine. puis elle en est qu'à ses débuts, hein. Normalement, là, Ah, c'est t'as un parti. value convaincu. Quoi, tu ne crois Ah bah, plus quand on au regarde FANG fini? Charles, les ratios growth value, on va dire que ça a sous-performé pendant quand même pas mal d'années. Maintenant, le balancier va repartir dans l'autre sens, hein. C'est sûr, ça.
Donc 10% en période de marché baissier en 2022. Oui, voilà. C'est... Très bien. Bah, écoute, tu sais quoi, tu sais quoi, je l'ai jamais regardé parce que je Oui, fais partie des clients qui n'étaient pas intéressés oui, par le rendement. Je pense que tu sais quoi, on va finir cette interview sur le rendement. Je pense aussi que c'est une question d'âge, le rendement. Parce que j'ai 49 ans et jamais oui, dans ma vie j'ai pensé à la rente. J'ai toujours pensé à capitalisation, faire privilégier l'investissement dans le business par rapport au marché financier. Et à 49 ans, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé je me suis posé 2 secondes. J'ai dit, tiens, mon fric, je vais réorienter une partie de mon patrimoine vers de la rente. Je me suis jamais posé et je n'ai jamais ouvert tes produits oui. rendement, alors que ça fait malheureusement 15 ans que nous travaillons ensemble. Je n'ai jamais ouvert tes produits rendement. Donc, je pense que c'est une question d'âge. Ouais, C'est vrai, ouais, quand on mais est jeune, toi, on se dit, ouais, je veux accélérer, quoi. on a envie de prendre des risques, mais c'est Ouais. pas incompatible. Comme je t'ai dit, il y a ceux qui veulent prendre des risques et avoir des gros chiffres, viser des gros chiffres de résultats. Il y a moyen de le faire sur les valeurs de rendement. Bah, je t'ai donné l'exemple des valeurs Kurdistan irakien, par exemple. Ça, c'est typiquement des valeurs qui peuvent faire produire une très grosse performance si on accepte le risque. Mais rien que Total Gabon, où là, il y a le risque à 100 euros était quasi nul, là aussi, ça fait 100% en plus. Donc, on peut faire des choses hein, avec les valeurs de rendement. Ça, je sais qu'on a déjà parlé dans le passé. C'était il y a longtemps, mais je l'ai toujours mis dans un coin de ma tête. La- la- Ce qui m'a toujours séduit dans ton approche rendement, c'est le rendement dans le cycle, en fait, le rendement cyclique. C'est assez excitant de se dire, bon, bah, quels sont les cycles où on est en haut, en bas, et quand on est en bas, euh, mais bon, il faut avoir des coronesses aussi, quoi, quand on est en bas de cycle. C'est vrai que le Ouais, pétrole, avant notre ami Poutine, je veux dire, pétrole, il fallait y croire que ça allait rebondir ouais. avec tout le, comment dire, le bourrage de crâne sur le carbone et machin et trucs et le solaire et patati et patata et j'en passe. Il fallait quand même y croire. Et puis, bah non, en fait, les cycles sont les cycles, quoi. Ça revient tout le temps, mais c'est dur d'investir en bas de cycle, mais c'est le truc qui est le plus séduisant, je trouve. C'est-à-dire, on prend des actifs, voilà, qui crachent, qui sont bien gérés, qui ont un point de rentabilité assez bas. Et puis, quand le cycle repart, la rentabilité explose et les dividendes sont là, en fait. Ça, on a déjà parlé de Ouais, ça dans le passé. ça, l'analyse financière, elle t'aide à être beaucoup plus serein. En fait, tu achètes en bas de cycle une valeur qui est vraiment bradée, qui décode sur un tas de critères. Tu peux te dire, bon, bah, si je me plante et que le bas de cycle dure 2 ans de plus, c'est pas grave parce que la valeur est déjà rentable en bas de cycle, elle gagne déjà un petit peu d'argent, elle est vraiment pas chère, donc tu peux attendre sans problème. OK. C'est- Est-ce qu'il y a des secteurs en bas de cycle, Loïc, Ah, en ce moment? bah, il y a des pays en bas de cycle, hein, évidemment. Ça, ça, il y a pas mal de pays émergents sont en bas de cycle, hein. La Pologne est en bas de cycle, l'Europe de l'Est est en bas de cycle, le Brésil commence à sortir du bas de cycle, donc il n'est plus vraiment en bas de cycle. Sur l'Asie, il y a pas mal de valeurs cotées à Singapour, si on veut éviter le risque Chine, qui sont en bas de cycle aussi. Donc il y a ça c'est certain. Euh, les équipementiers auto, je pense que c'est un petit peu trop tôt. Ils sont en train de descendre, mais le bas de cycle chez eux, il va pas trop tarder. Et après, il y a les foncières commerciales en France qui avaient été massacrées pendant le Covid. Donc, leur cours avait vraiment Ah, baissé. Ça, tu crois à un rebond cyclique des foncières commerciales? C'est là où tu crois à un rebond oui, cyclique. ah oui, ouais, ouais, Tu ça crois que les c'est. shopping malls, les foncières commerciales, c'est-à-dire les shopping malls, là, je sais Ouais, pas comment on dit, les ouais, centres commerciaux, ouais, ouais, ouais. tu crois que c'est pas mort, Franchement. ça? Ah, c'est pas mort, hein, ça. Je sais pas, je dis peut-être que la tendance structurelle de très long terme est pas favorable, mais si on se place à 5 ans, c'est pas mort du tout. Euh, Elles ont retrouvé leur niveau de profitabilité, on va dire, d'avant-crise, et bon, elles sont encore à des cours qui sont bien en dessous de ceux d'avant-crise. Elles ont de très bons rendements. Après, il y a le secteur du parapétrolier aussi, qui a très peu décollé encore. Il y a beaucoup de parapétrolières européennes qui sont en retard. Le pétrole a déjà monté, mais pas le parapétrolier en fait. Et là, Ok. il y a encore un bas de cycle. Et là, c'est assez prévisible parce qu'on sait que bon, bah, toutes les compagnies pétrolières, maintenant, elles sont pleines de cash. Elles vont pouvoir redépenser de l'argent en recherche et développement.
Donc, ce secteur parapétrolier, il est pas mal. C'est... C'est marrant, je parviens à la même conclusion. Je me souviens plus quand est-ce qu'on a parlé de ça dans le passé, mais moi, ça me fout, enfin, ça me fout les jetons, quoi. Ça me fait peur. Aller dans le parapétrolier, les centres commerciaux, pour investir à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, même s'il y a des bons critères fondamentaux, putain, t'as intérêt Ah non, à- il y en a qui sont quand même vraiment très décotés. C'est pas... Alors, c'est sûr qu'on peut dire la France, c'est un pays risqué je le pense, hein, à horizon de 10 15 ans, c'est sans doute. Oui, Quoi, tu ne ça crois plus à ton pays, Loïc? Oh là 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 là! Oh la je ferai une petite vidéo confidence! sur le sujet, tiens, prochainement. Je Oh pense que la je... confidence, tu ne crois plus à la France. Attends, je te rappelle que je suis le mec cinglé, que tu es la voix de la raison dans Esprit Argent, chargé de contrebalancer ma folie. Tu ne crois plus à la France, toi aussi. À horizon de Hey, 10 15 ans, j'ai des ah, ça te inquiétudes quand gratte, même. hein? Ah, ça te gratte, hein? Ah ouais, c'est la première fois que je t'entends dire ça en 15 ans. Ça te Ah, gratte. Hein. Ah, c'est bien, ça. La confidence. Ah, tiens, ça sera le mot de la fin. Tiens, on va rester là-dessus. Comme ça, c'est le mec qui va regarder la vidéo et ah, Loïc, Loïc, la France. À bientôt, Loïc. à bientôt, Charles. Ciao. Ciao.